Bonjour Olivier, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Oui, alors je suis Olivier Montaigu, je suis né à Toulouse, j'ai 29 ans et je suis journaliste radio. Donc je travaille pour une agence de presse qui s'appelle A2PRL, qui fabrique des flash infos, des journaux et des reportages pour environ 220 radios partout en France. Actuellement, je travaille à Paris puisqu'on a aussi un bureau à Paris. Et depuis quelque temps, je travaille aussi sur le format podcast. J'ai récemment travaillé sur un podcast baptisé Mesdames, qui est sorti à l'occasion du 8 mars dernier pour la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors, par deux prismes. Le premier, comme je viens de le dire, c'est à travers mon travail de journaliste. Donc, via ce podcast-là, j'ai co-réalisé donc avec une autre journaliste qui s'appelle Johanna Cincinnatis une série donc baptisée Mesdames d'Occitanie, puisque comme je viens de Toulouse, il fallait bien commencer quelque part. Et donc l'idée de ce podcast, c'était de mettre en lumière des femmes de la région qui ont marqué l'histoire ou l'actualité, mais sans pour autant qu'on en ait gardé grand-chose. Et donc, en fait, c'est une série de 8 portraits sonores sur 8 femmes à travers tous les domaines. Ça peut être l'art, l'archéologie, c'est aussi des résistantes, des aviatrices, même des sorcières. Et donc, l'idée, c'est de voir comment elles ont marqué l'histoire de cette région et aussi comment elles ont parfois été oubliées, comment parfois aussi elles ont été volontairement effacées de l'histoire. Et en fait, à chaque épisode, c'est un peu la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire qu'à travers le portrait, on traite des thématiques beaucoup plus larges. Par exemple, notre épisode 2, c'est sur Audrey The Artist, qui est une artiste toulousaine qui est handicapée. Et donc, à travers son portrait, on traite la question de la place des femmes dans l'art, de l'art féminin. Est-ce qu'il y a un art féminin? Est-ce que les femmes ont un message différent que les hommes peintres, par exemple? Et on traite aussi de la question du validisme, de la société validiste. Comment cette société-là est adaptée ou pas, en l'occurrence, aux femmes non valides. Par l'épisode 1, on traite la question de Jane Delafoy, qui a été une grande archéologue et qui a été pourtant totalement effacée de tous les récits archéologiques parce qu'elle était une femme. Et ce qui est intéressant aussi avec son profil, c'est qu'elle a été féministe malgré elle, c'est-à-dire qu'elle a marqué l'histoire des femmes, mais pour autant sans vraiment en avoir conscience. Voilà. Et donc chaque épisode, on traite de plein de thématiques. Et ce qui m'a marqué justement, et ce qui nous a marqué, c'est que dans toutes les thématiques, il y a une véritable entreprise qui est faite d'effacer les femmes de quelque chose qu'elles ont pourtant fait, quoi. Il y a une entreprise qui c'est pas simplement de l'oubli, quoi. Parfois, c'est vraiment volontaire parce que l'histoire, elle est faite par des gens et elle est écrite par des gens et majoritairement par des hommes. Et le deuxième prisme par lequel je traite de l'égalité femmes-hommes, c'est à travers le théâtre, parce que je suis comédien amateur depuis quelques temps. Et j'ai joué notamment dans une pièce qui s'appelle Patriarchie de Céline Noguera à Toulouse, qui porte bien son nom, hein, sur le patriarcat. Et là, pour le coup, j'incarnais le patriarcat et la société misogyne. Je jouais un procureur chargé de condamner Jacqueline Sauvage, donc une version anglo-saxonne de Jacqueline Sauvage. Et donc, ça a été assez intense comme pièce. Et voilà, ça m'a un peu plus ancré dans ce combat-là, je pense. Si tu avais une baguette magique, Olivier, quelle serait la première chose que tu mettrais en place justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Je pense que si j'avais une baguette magique, je transformerais la définition, enfin l'appréciation du mot féminisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, c'est un gros mot, être féministe pour une femme ou être pro-féministe pour un homme ou pour toute autre personne alliée de la cause. Et c'est dommageable parce qu'aujourd'hui, peu de choses, voire rien en fait, n'est pensé dans la société en faveur de ce combat-là pour l'égalité. Euh, et je pense que c'est lié au fait qu'encore aujourd'hui, être féministe ou être pro-féministe, c'est encore assez mal vu finalement. Et je pense que si on renversait le prisme et si on décrétait qu'à partir d'aujourd'hui, on n'était pas féministe, mais que tous les gens qui ne sont pas féministes sont au contraire des misogynes ou des sexistes, peut-être qu'on penserait les choses différemment. Et je pense que ça permettrait aussi de penser en fait tous les pans de la société, l'éducation, la santé, la culture, la communication, enfin tout, la justice,
à travers ce prisme-là, à travers ce prisme de l'égalité. Donc, je pense qu'il y a une vraie question de langage aussi là-dessus, comme tout en fait, comme le vocabulaire, comme l'écriture inclusive, je pense que c'est aussi un combat de définition et de langage, le féminisme. Et enfin, Olivier, quelle est la femme qui t'inspire? Alors, il y en a beaucoup, mais une qui m'a marqué récemment et qui m'inspire beaucoup, c'est Marie-Louise Dissart. Bon, sans faire de propagande podcast, elle est la figure de notre épisode 3 dans Mesdames. Marie-Louise Dissart, ça a été une grande résistante en région Occitanie et ça a été l'une des 2 seules femmes chefs de réseau en France pendant la Seconde Guerre mondiale et ça, personne ne le sait. Si je vous dis aujourd'hui Jean Moulin, je pense que tout le monde voit. Si je vous dis Marie-Louise Dissart, très peu de monde voit qui c'est. Et c'est malheureux parce que c'est une femme qui a fait évader plus de 800 aviateurs à travers toute la France. C'est une femme qui a usé en fait des clichés qu'il y avait à l'époque sur les femmes pour s'en sortir, c'est-à-dire qu'elle s'est fait passer pour folle. Elle a joué en fait de tout ça pour réussir à tromper les Allemands. Elle a réussi. C'était une femme extrêmement avant-gardiste. Elle était indépendante. Elle a refusé très très vite la vie que lui imposaient ses parents, qui la destinaient en fait à une vie de femme mariée, de mère au foyer. Elle a tout de suite refusé ça. Elle a ensuite intégré, elle a été maîtresse d'internat près d'Albi et ensuite à Toulouse. Et elle a toujours enseigné aux jeunes filles à se débrouiller par elles-mêmes, à être indépendantes, etc. Et ensuite, elle est devenue une immense résistante. Et le plus triste avec Marie-Louise Dissart, c'est qu'elle a été totalement oubliée. Pourtant, elle a été reconnue par le général de Gaulle, etc. Mais elle a été totalement oubliée. Et il y a récemment une historienne qui s'appelle Elérica Leroy qui s'est battue pour qu'elle ait une plaque à Toulouse, qui est arrivée en 2008, je crois, ou un petit peu plus tard. Donc 2008, c'est bien, bien des années après son combat. Et parmi les derniers combats de Marie-Louise Dissart, une fois que la guerre a été terminée, ça a été de faire reconnaître le travail des femmes dans la résistance, le travail des mères, le travail des filles, le travail de ces femmes qui ont travaillé, qui ont œuvré dans l'ombre. Et pour moi, elle est extrêmement inspirante, cette femme-là, vraiment. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous.